Bon, alors, je suis revenu là parce que, si vous voulez, l'ouverture du XXe siècle, c'est quelque chose dont on ne mesure pas a posteriori quel drame ça a été. Rappelez-vous les guerres napoléoniennes, c'est des mecs qui partaient à pied, ils allaient en Russie, effectivement, mais enfin, ça ne touchait qu'assez peu les populations. La guerre de 14, ça va être une immense boucherie. Et il y a un sociologue américain qui parle de la brutalisation de la guerre. C'est-à-dire que la guerre de 14, tout à coup, ça va être une guerre dans laquelle presque d'extermination. Donc, ce n'était pas les grandes épopées napoléoniennes. Si vous voulez, on faisait une bataille, puis ensuite on prenait le pays, etc. Et donc, tout à coup, avec la guerre de 14, si vous voulez, évidemment, la chose va être tellement brutale et tellement saignante, quand même, que d'abord, on a une différence entre le front et l'arrière. C'est-à-dire, après la guerre de 14, le héros, c'est l'ancien combattant. Et que l'ancien combattant, il faut le récompenser pour l'effort qu'il a subi. Et donc, on part du postulat que l'Allemagne paiera et les empires centraux paieront. Donc, l'Ukraine est au milieu de tout ça. C'est-à-dire que... On va passer à la suivante. Après 18, l'Ukraine est un pays qui est complètement déchiré. C'est-à-dire que quand les Allemands se retirent de cette partie qui va être libérée de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire allemand, etc., l'Ukraine est déchirée par une guerre à 4 partenaires. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y avait non seulement évidemment l'armée rouge, puisque ça va être après 17, mais il y a aussi l'armée de la République populaire ukrainienne qui est dirigée par un type qui était déjà un boucher qui s'appelle Petliura. Il y avait l'armée blanche, donc des anciens tsaristes dirigés par Denikin, qui était un général de l'armée soviétique, de l'armée tsariste. Il y avait des anarchistes qui, eux, étaient contre la construction de n'importe quel type d'autorité. Ces anarchistes seront réprimés par la suite par Trotsky, tout ça sur le territoire ukrainien. Et puis, il y avait Grigoriev, Grigoriev, il a retourné sa veste, c'est-à-dire qu'il a été d'abord rallié à l'armée rouge, et puis ensuite, il s'est différencié. Ça veut dire que c'est un pays qui a été déchiré après 1918, alors que nous, on vivait dans la paix, si vous voulez, il a été déchiré par cette guerre extrêmement compliquée, qui finalement se termine par l'annexion de l'Ukraine dans l'URSS. Alors, suivante. Autre caractéristique, si vous voulez, qu'on a un peu oublié, c'est que comme tous les pays d'Asie centrale, d'Europe centrale, pardon, il y a un antisémitisme très puissant en Ukraine, très puissant. Et en plus, comme ils se battent avec les Polonais, qui eux-mêmes sont très antisémites, si vous voulez, on se demandait lequel est le plus massacré. Alors, en Ukraine, proprement dit, on estime qu'il y a entre 60 000 et 100 000 juifs qui ont été massacrés. Et sur ces pogroms qui ont été faits, encore une fois, dans cette zone de conflictualité compliquée, on pense que 40% de ces pogroms sont attribués à l'armée populaire ukrainienne. Les armées blanches aussi ont fait des pogroms. On ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, les Juifs, ils voyaient surtout dans la création de l'URSS une espèce d'embellie qui allait effectivement leur accorder un statut, mais il n'empêche qu'on a là quelque chose qui traverse tous les belligérants, c'est-à-dire le fait que, de toute façon, les Juifs payaient, quoi qu'il advienne. Alors, un phénomène absolument terrible, c'est que seuls les bolcheviks ont essayé ensuite de punir les gens qui étaient responsables de pogroms antisémites. Bon, ça a duré peu de temps, parce qu'après Staline a eu quelques poussées antisémites, mais en tout cas, c'est quelque chose qui traverse tous les belligérants, que ce soit du côté russe, du côté ukrainien ou du côté polonais, si vous voulez, l'antisémitisme était une caractéristique commune. Alors, si on regarde la carte de l'Ukraine, vous avez là toute la complexité des frontières actuelles. C'est-à-dire, le premier État indépendant, 1918. Il va tenir 2 ans, 3 ans, puisque finalement, ensuite, il va être reconquis par l'armée rouge. Mais le premier État de la République d'Ukraine, c'est la partie verte. Jusqu'à 1922. 1922, c'est le moment où l'armée rouge reprend la main et annexe l'Ukraine. En jaune, les territoires pris à la Pologne au moment du partage de la Pologne. Donc, vous avez toute une partie parlant polonais dans l'ouest de l'Ukraine, et vous verrez que par la suite, les massacres réciproques ont été extrêmement importants. Pareil dans le sud, des territoires roumains annexés à l'Ukraine, tout ça dans la période, si vous voulez, 1940, c'est-à-dire à l'époque où l'armée rouge, si vous voulez, annexe, à un moment du pacte germano-soviétique, des territoires avec cette idée qu'avait Staline, vous savez, de faire avancer les frontières pour retarder le plus possible, rendre plus difficile l'invasion de l'URSS. Et puis la dernière, c'est ce qui est en violet, c'est-à-dire la Crimée. Crimée
donné par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954. Rappelez-vous que Khrouchtchev était un Ukrainien, comme Brezhnev d'ailleurs. Et donc, on était encore une fois dans un État fédéral où on pouvait être ukrainien et diriger l'URSS. Et évidemment, l'éclatement de l'URSS va poser un problème qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire que ce qui était des frontières administratives devient des frontières politiques. C'est-à-dire, à l'époque de l'URSS, si vous étiez marié avec une Ukrainienne, vous pouviez aller vivre indifféremment en Russie ou en Ukraine. Par contre, après l'éclatement de l'URSS, vous étiez soit l'un, soit l'autre. Dans toutes les causes, il y en avait un des deux qui n'était pas chez lui. Alors, le cas de la Crimée est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un don que fait Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954, c'est-à-dire c'est pas très ancien. Mais évidemment, aujourd'hui, quand Poutine dit la Crimée est russe, il a tout à fait raison de dire qu'il y a 82% de russophones en Crimée. Et donc, on se trouve face à un problème important que j'aurai à traiter un peu dans tout le sujet, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on concilie deux principes du droit international sur lesquels on a construit la paix après 1945, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale d'un État et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le cas de la Crimée est paroxystique, puisque finalement, si vous avez 90% de russophones, vous dites quoi? La Crimée est ukrainienne ou la Crimée est russe? Voilà. Donc, c'est pour ça que quand je dis que c'est des frontières fluctuantes, ça veut dire que chacun a de bons arguments pour reprocher à l'autre d'être un hypocrite, un menteur, etc. Autre épisode extrêmement important dans l'histoire collective dans l'histoire de l'Ukraine, c'est cette phase qu'on appelle l'Holodomor, c'est-à-dire pour financer l'industrialisation à marche forcée que Staline veut créer, il va capter toutes les ressources agricoles pour les transformer en capital destiné à acheter de la technologie étrangère, etc. Et donc, ça va être la captation justement de tout ce qui est la production ukrainienne, qui est quand même une énorme terre à blé. Et là, vous avez une photo à droite où vous avez justement ces caravanes qui passaient dans les territoires au moment des moissons, qui ramenaient tout. Ils laissaient strictement rien à la population ukrainienne pour qu'ensuite on allait revendre sur le marché international et acheter de la technologie. Bon, j'ai mis quand même, je ne me suis pas refusé le plaisir de mettre l'Humanité Dimanche à côté parce que quand même, l'aveuglement n'est pas un propre des communistes. L'aveuglement est une espèce de phénomène collectif où quand on arrive à faire croire qu'un type est un surhomme, que ce soit d'ailleurs dans la télévision hollywoodienne ou que ce soit dans l'histoire, quand on veut bien y croire, on y croit. C'est-à-dire qu'on lui attribue tous les mérites. Et là, c'était une déclaration d'amour à Staline. On a envie d'aimer Staline, mais enfin bon, c'était une déclaration d'amour. Alors, on comprend mieux, si vous voulez, après l'Holodomor, que quand les Allemands vont envahir l'URSS, les Ukrainiens vont les prendre pour des libérateurs. Parce que, encore une fois, ils estiment que la véritable oppression a été l'oppression des commissaires politiques, de l'administration soviétique, etc. Et donc, phénomène qu'on a connu aussi en Yougoslavie, c'est-à-dire que la population opprimée dans l'ancien système considère que l'invasion allemande est l'invasion de libérateurs, et donc ils vont se rallier, ou même en partie, à la cause de l'envahisseur. Et donc, ils vont effectivement créer une division SS. Cette division SS va aller évidemment se battre contre l'URSS, comme vous l'imaginez. Mais vous avez là les images de la propagande, qui sont évidemment le soldat allemand qui tient dans ses bras l'enfant, etc. Enfin, vous connaissez ces problématiques de propagande. Le libérateur adore les enfants. Et puis là, en bas, vous avez justement, en bas à droite, vous avez un de ces défilés, si vous voulez, où ces volontaires ont constitué cette division Waffen-SS Galicia. Donc, vous avez de toute façon un passé de collaboration. Ça, c'est très important à comprendre parce que quand Poutine dit « je veux dénazifier », il fait référence à quelque chose qui, pour les Russes, est une réalité, c'est-à-dire qu'ils ont eu à combattre aussi des divisions roumaines, ukrainiennes. Alors, on estime, évidemment, ce sont des chiffres difficiles à préciser, mais on estime qu'il y a environ 100 000 Ukrainiens qui ont participé avec la police ukrainienne et avec les Allemands aux fusillades massives de Juifs, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils adhéraient complètement à la posture antisémite du nazisme et qui ont même jusqu'à gérer les camps de la mort. Ici, vous avez le cas d'un type qui est absolument effrayant, c'est un type qui s'appelle Demmanjuk, qui était justement un de ces Roumains qui était pas dirigeants, mais vous savez, cette police qui se faisait à l'intérieur des camps, des prisonniers les uns contre les autres, il y avait un terme que j'ai oublié, mais enfin, ce type-là était considéré comme un espèce de boucher qui a été extrêmement fort notamment à Treblinka et à Sobibor, qui étaient deux camps d'extermination extrêmement violents. Donc, il s'est passé sur le territoire ukrainien un épisode qui est aujourd'hui encore extrêmement dramatique, c'est le massacre de Babi Yar, c'est-à-dire c'est une forêt à côté
de Kiev, où les Allemands, avec l'aide de miliciens ukrainiens, ont tué entre 100 000 et 150 000 personnes. Et c'est évidemment un mélange où il y avait des Juifs, des soldats de l'armée rouge, des tziganes, etc. Enfin, vous savez, ces politiques d'épuration que les Allemands menaient. Et donc, ça a été une espèce de... ça a été un épisode, évidemment, parmi les plus violents de ce qu'on a appelé les Einsatzgruppen. C'était l'époque de la Shoah par balle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore inventé les camps d'extermination et donc il s'agissait d'exterminer les Juifs là où ils étaient. Alors, deux choses qui me paraissent importantes. De Mandjouk, il se sauve quand l'armée rouge arrive en Ukraine. Il va aux États-Unis. À la Constitution d'Israël, évidemment, Israël se donne comme mission de poursuivre certains de ses bourreaux, si vous voulez. De Mandjouk faisait partie de ces types que des prisonniers de Treblinka reconnaissaient. Donc, de Mandjouk était parti aux États-Unis et comme il était anticommuniste, il obtient la nationalité américaine. Donc, Israël plaide pour que de Mandjouk soit extradé. Ils obtiennent finalement qu'il soit extradé et jugé en Israël. Il est dans un premier temps condamné à mort. Ses avocats font appel et la Cour suprême israélienne considère que les témoignages humains sont peu fiables. Et finalement, ils vont le libérer. Donc, je ne tire pas de conclusion. Je dis c'est absolument effrayant parce qu'on se dit effectivement ce que ça a pu laisser comme séquelles pour des gens qui l'avaient reconnu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au témoignage et qui l'ont reconnu. Alors, après-guerre, évidemment, cette affaire de Babillard a été gommée par le stalinisme puisqu'il disait, mais attendez, les gens qui ont été massacrés ne sont pas que des juifs. Il y a aussi des soldats de l'armée rouge, etc. Donc, c'était considéré comme une espèce d'unité nationale. C'est les soviétiques qui ont été massacrés. Donc, on n'a jamais très bien pu creuser et savoir combien il y avait eu de massacres à Babillard, mais enfin, c'est un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire ukrainienne. Alors, il y a un épisode qui est assez peu connu aussi, c'est que finalement, même après que les soviétiques soient arrivés en Ukraine, il s'est constitué une armée insurrectionnelle ukrainienne qui a résisté jusqu'en 1954. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'imaginer, parce qu'on se dit après 1945, le pouvoir de Staline et de l'URSS est tel. Non, il y a eu une résistance ukrainienne qui est restée, encore une fois, jusqu'au milieu des années 50, et avec un type dont vous connaissez le nom, puisque finalement on prononce beaucoup ce nom aujourd'hui, c'est Stepan Bandera. Et Bandera était un nationaliste, c'est-à-dire le type disait, mais moi ce que je veux, c'est l'indépendance de l'Ukraine. Alors vous me direz laquelle Ukraine quand on voit la carte, mais enfin bon, c'était l'indépendance de l'Ukraine. Et donc, il voulait une Ukraine indépendante de l'URSS. Alors, le caractère effrayant, si vous voulez, de la situation de l'Ukraine, c'est que finalement, Bandera s'est battu contre l'armée allemande. Il en avait créé une légion ukrainienne, mais en fait, il a collaboré avec elle avant de s'en couper. Il s'est battu contre l'armée de l'intérieur polonaise, parce qu'encore une fois, rappelez-vous ces annexions de territoire polonais qui avaient été faites en 1939. Et là, il y a eu des massacres réciproques, on aura l'occasion d'en parler. Les partisans communistes et l'armée rouge. C'est-à-dire que cette armée insurrectionnelle ukrainienne continuait une guerre, si vous voulez, de guérilla, évidemment, dont elle avait peu de chances de sortir, puisqu'il n'y a pas eu d'aide occidentale pour cette armée insurrectionnelle. Et donc, la durée prouve qu'il avait un certain ancrage dans la société ukrainienne. Parce que jusqu'à 1954, on imagine, Staline meurt en 1955, c'est pour vous dire si vraiment le régime à l'époque avait tous les moyens de réprimer une forme insurrectionnelle, quelle qu'elle soit. L'épisode, encore une fois, très peu connu, c'est les massacres réciproques. C'est-à-dire que l'armée insurrectionnelle ukrainienne a massacré des Polonais, puisque, encore une fois, on est toujours dans cette logique de l'épuration ethnique. Ces Polonais qui sont dans des territoires annexés à l'Ukraine, validés en 1945, ils n'ont rien à faire en Ukraine, donc on va massacrer du Polonais. Et les Polonais, de leur côté, vont massacrer des Ukrainiens en se disant ces terres sont à nous. Donc on est dans quelque chose, encore une fois, où, si vous voulez, cette histoire est incroyablement compliquée, et ce qui fait que chacune des accusations portées les uns sur les autres sont vraies. C'est vrai qu'il y a eu des légions SS, c'est vrai qu'il y a eu des massacres, c'est vrai qu'il y a eu des massacres de Ukrainiens sur les Polonais et de Polonais sur les Ukrainiens. Alors, l'Ukraine sous Staline, l'histoire ne s'arrête pas à l'Holodomor, parce qu'il y a eu 4 famines en Ukraine, dont celle évidemment la plus connue, c'est l'Holodomor, mais ensuite ça s'est poursuivi, c'est-à-dire d'abord il y a eu effectivement, au moment de l'indépendance de l'Ukraine de 17 à 22, il y a eu une première famine, ensuite il y a eu celle de 31-34, c'est-à-dire l'Holodomor, ensuite il y a eu 41-45, c'est-à-dire en pleine guerre, et puis ensuite il y en a une autre en 46-47, et Dieu sait qu'en URSS à l'époque, le pays était rasé, rappelez-vous, hein, les Allemands étaient ravis jusqu'à Moscou et jusqu'à Stalingrad, et on estime que cette 4e famine a fait elle aussi entre 1 million et 1,5 million de morts.
ça laisse des cicatrices quand même, ce genre de passage, encore une fois. Parce qu'évidemment, une famine, on a quand même pas tendance à l'attribuer à la mauvaise volonté divine. Il y a des gestions, il y a une espèce d'incurie, il y a tout ça. Et surtout, il y a quelque chose qui est assez dramatique et qu'on a un peu oublié, c'est qu'en fait, tous les soldats de l'armée rouge qui s'étaient rendus sans mourir étaient considérés comme des traîtres, donc Staline les a déportés au goulag. Et donc, il est resté ce qu'on a appelé des enfants loups, c'est-à-dire des orphelins dont personne ne s'occupait parce que soit leurs parents étaient morts dans la guerre, soit leur père était envoyé au goulag. Et c'est quand même un épisode absolument effrayant. Pensez qu'il y a eu des dizaines milliers d'orphelins, si vous voulez, qui étaient en fait ils appelaient les enfants loups parce qu'ils vivaient en bande et ils pillaient ce qu'ils pouvaient trouver. Bon, accessoirement, si vous voulez, le régime stalinien a évidemment décapité quelques intellectuels ukrainiens, surtout dans les grandes purges de 37-38. Alors, la carte de l'Ukraine qui vous explique un peu la situation actuelle, c'est celle-là. C'est-à-dire en jaune, vous avez les ukrainophones, en rouge, vous avez évidemment les russophones, et puis le mix des deux, c'est les proportions. C'est-à-dire que toutes les parties jaunes sont des parties dans lesquelles il y a plus de 80% d'ukrainophones. Les parties en rouge sont les parties dans lesquelles les ukrainophones sont minoritaires. Donc, ces découpages, si vous voulez, qui sont hérités de l'époque de l'URSS, font qu'encore une fois, ce qui était frontière administrative devient frontière internationale. Et donc, à partir du moment où il y a la révolution de Maïdan, vous avez effectivement des tenants du système de l'indépendance ukrainienne qui disent, bon, l'Ukraine est indépendante, donc la langue officielle, c'est l'ukrainien. Et vous avez 30% de russophones qui, eux, vivaient comme des séquelles de l'époque de l'URSS et qui disent, mais nous, on ne veut pas que l'ukrainien soit la seule langue officielle. Et donc, vous avez cette sécession de ces deux zones qui sont le Donetsk et le Donbass, vous voyez, qui sont là, en fait, dans la partie, le Lugansk et le Donetsk, c'est-à-dire la partie rouge complètement à l'extrémité. Et donc, cette sécession est une sécession qui, évidemment, va être très mal vécue par les Ukrainiens. Et en fait, on va intervenir, nous, Français et Allemands, pour l'essentiel, en disant mais il faut trouver une solution, c'est-à-dire qu'il faut trouver des modalités de coexistence. Il y aura donc deux propositions de convention qui s'appellent les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, chacun des deux essayant de faire que chacun y trouve un peu son compte. Mais en fait, la guerre n'a jamais cessé, c'est-à-dire qu'à cette ligne frontière, depuis 2014, il y a eu entre 15 à 17 000 morts. Bon, ces 15 à 17 000 morts ne sont pas que des Ukrainiens, bien au contraire. Parce que l'armée était majoritairement ukrainienne et donc la guerre a continué à travers cette ligne frontière. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation où vous avez des sécessionnistes qui sont massacrés par les majoritaires, vous avez des sécessionnistes qui avaient eux-mêmes des moyens armés, qui luttaient contre des majoritaires qui eux-mêmes avaient des moyens armés. Et si la guerre ne s'est pas arrêtée, vous comprenez que la réconciliation devient d'autant plus difficile. Alors, juste donc ceci, ce résumé historique, si vous voulez, c'est pour vous dire finalement, il y avait des gens qui avaient averti, des journalistes qui étaient allés sur place et qui disaient faites attention, vous avez une remontée d'une espèce de radicalisme ukrainien qui va de toute façon vouloir la guerre, en pensant que ça va être la meilleure des solutions. Vous aviez une remontée aussi en Russie d'une espèce d'identité nationale russe, de grande Russie si vous voulez, qui va se manifester surtout avec Poutine. Et donc on avait de bons arguments des deux côtés. Et c'est ça qui est le plus difficile dans ce genre de guerre. Parce que nous, on est aujourd'hui dans une espèce d'ukrainophilie absolue qui n'a d'équivalent que la poutinophobie délirante. C'est-à-dire, on est de toute façon, il y en a qui ont tous raison et d'autres qui ont tous tort. Or, on voit bien, enfin, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, si vous voulez, quand Poutine parle dénazifier l'Ukraine, il fait référence à ce qu'a été Bandera, Bandera qui a encore des disciples. Et quand les Ukrainiens parlent de libérer les territoires ukrainiens, ils se disent, mais après tout, ce territoire, c'est le nôtre. Donc, on a parfaitement le droit, si vous voulez, d'imposer des règles majoritaires. Si vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour vous donner les grands cadres, si vous voulez, pour vous dire, effectivement, c'est très difficile aujourd'hui de dire que Poutine n'a pas tous les torts. Il a un tort majeur, c'est d'avoir attaqué militairement l'Ukraine. Bon, il a évidemment un tort accessoire, c'est qu'il est un menteur effréné, puisqu'il proposait des négociations alors qu'il préparait un plan d'invasion selon 5 axes de pénétration différents, c'est-à-dire qu'il n'avait pas comme seule idée de récupérer le Donetsk et le Donbass. Donc il avait effectivement cette intention militaire de reconquérir l'Ukraine. Mais on voit bien combien cette guerre est compliquée et combien finalement notre légitimité, nous, je parle français, anglais, allemand, etc., à vouloir essayer de trouver des modalités, il faut en prendre toutes les facettes, si vous voulez, en main pour arriver à les calmer. Donc, pour en terminer, si vous voulez, après ça, on ouvrira la discussion sur cette guerre.
moi, j'ai toujours pensé que la position de l'OTAN était correcte. C'est-à-dire, effectivement, l'Ukraine n'est pas un pays membre. Cela dit, quand je crois que c'était le Bush ou c'était, je crois que c'était le fils Bush, qui promet à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendra pas. Accord oral. Bon. En fait, l'OTAN a intégré 15 États nouveaux, ces 15 États devenus frontaliers de la Russie. Bon. Donc que les Russes aient eu le sentiment qu'on leur ait menti, on peut difficilement leur dire le contraire. En plus, on a laissé penser que l'Ukraine, après tout, un jour ou l'autre, avait peut-être vocation à intégrer l'OTAN. Mais vous voyez la position de l'Ukraine, qui est comme un espèce de coin à l'intérieur de la Russie, c'était une posture indéfendable, inadmissible, inacceptable pour les Russes. Parce que vraiment, c'était l'impression on avait intégré les États baltes, anciens pays membres de l'URSS, on avait intégré tous les pays satellites, mais à leur demande. C'est-à-dire, ce n'était pas une annexion, c'était eux qui voulaient. Ils pensaient que la seule garantie qu'ils avaient contre la Russie qu'ils avaient subie pendant 50 ans, c'était l'appartenance à l'OTAN. Et donc, le jour où l'Ukraine, si vous voulez, après la révolte de Maïdan, défend un système démocratique, qu'est-ce qui est le plus inacceptable pour Poutine? Est-ce que c'est le fait que c'est un régime démocratique ou est-ce que c'est le fait qu'on veut accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine? Donc voilà, si vous avez des idées sur la question, moi je suis tout prêt à vous entendre. On fait une tournée de... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Y a... On peut faire passer. Je vais passer le micro ou je le fais passer. On va peut-être prendre une très... C'est pas évident. Je vais voir. Oui, il y a une question là. Oui, alors. Vous n'avez pas abordé le problème des patriarches orthodoxes. Ah oui. Dans cette histoire, il me semble qu'il y a aussi un petit quelque chose aussi là qui va pas bien. Le patriarche de Moscou et celui de Kiev. Je ne tiens pas. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les radicalismes religieux parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un retour du religieux aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la poussée des radicalismes dans toutes les grandes entités religieuses. J'ai appelé mon bouquin « Désislamiser le débat » parce que quand on voit comment se comportent les hindouistes, les bouddhistes, nous on me dit les bouddhistes c'est le Dalai Lama et puis Mathieu Ricard. Quand on voit Viratu, on se rend compte qu'ils peuvent être aussi starbés que n'importe lequel des nazis. Je suis allé en Birmanie, j'ai vu comment ils traitaient les musulmans. Bon. Deuxième aspect, l'hindouisme. On se dit l'hindouisme, c'est Gandhi, la non-violence, etc. En Inde, ils ont inventé un texte que je trouve extraordinaire qui s'appelle le Love Jihad. Le Love Jihad, ça veut dire que les parents ont le droit de demander la dissolution du mariage de leurs enfants s'ils s'est marié avec un musulman ou une musulmane. Vous voulez que je vous la répète? C'est pas la peine. Vous voyez comment ils ont poussé loin la persécution des musulmans en Inde. Et il n'y a que 190 millions de musulmans en Inde, donc c'est une petite, grosse minorité, quoi. Et donc, ce qu'on croyait être une caractéristique des monothéismes est en fait quelque chose qui traverse la planète. Bon. Alors, moi, j'ai évidemment surtout parlé des néo-évangéliques américains, et puis des juifs radicaux, et évidemment des salafistes. Ce qui est intéressant, je m'arrête une minute là-dessus, mais les néo-évangéliques américains, donc c'est une espèce de poussée radicale à l'intérieur du protestantisme américain, qui trouve son origine dans l'idée des pères fondateurs. C'est-à-dire, vous savez, les pères fondateurs, quand ils arrivent aux États-Unis, ils disent c'est une terre bénie donnée par Dieu et nous avons une destinée manifeste. C'était la théorie. La destinée manifeste, c'est que les Américains devaient apporter la démocratie et le bonheur au monde entier. Ces néo-évangéliques, donc, considèrent que le Messie doit revenir et que le Messie ne reviendra que quand sera constitué, selon les principes de la Bible, le grand Israël. Alors, les mecs, ils ont une lecture de la Bible qui est assez particulière, mais enfin, toujours est-il qu'ils y croient. Merci. Et comme vous avez des juifs radicaux qui eux aussi considèrent que, je vous montrerai tout à l'heure des cartes, considèrent aussi que le grand Israël est la condition nécessaire au retour du Messie, ils ont une bonne entente, si vous voulez, sur le plan géostratégique. Leur divergence est théologique. Et un jour, il y avait une discussion entre Netanyahou et des représentants des néo-évangéliques américains qui, évidemment, défendent la même cause, c'est-à-dire l'extension d'Israël. Mais, alors à un moment, ils en avaient un peu marre de discuter de ça et Netanyahou a posé une question qui a arrêté la conversation. Il a dit, écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Comme ça, il a arrêté le débat théologique. Donc, vous voyez, mais c'est pour dire combien ces rapprochements, si vous voulez, sont parfois très surprenants,
parce que ça va donner des poussées. Vous savez, l'invasion de l'Irak, c'était ça l'idée. Il y avait évidemment les néoconservateurs, ils disaient si le jour où on supprime Saddam Hussein, tout le monde va aller mieux. Et les autres qui disaient oui, mais ça va permettre de constituer le Grand Israël, qui est l'étape, etc., etc. Donc, vous voyez, ces mouvements religieux radicaux sont vrais à peu près dans tous les grandes aires culturelles, y compris chez les radicaux juifs, hein, qui considèrent qu'effectivement les Palestiniens n'ont rien à faire en Cisjordanie. Donc, on a quelque chose qui est, encore une fois, un facteur de guerre, si vous voulez, de violence qui est extrêmement important. Et encore une fois, on ne s'attendait pas aux nouveaux arrivants, c'est-à-dire aux hindouistes et aux... Alors, la question que vous posez sur les orthodoxes, je suis désolé, je les ai oubliés, ceux-là, mais Kirill, ça m'a l'air d'être effectivement un exemplaire simiesque assez étonnant, qui s'est prononcé complètement pour la conquête parce qu'il avait perdu le tutorat de l'archevêché de Kiev. Alors là, si vous dites, rappelez-vous ce qu'ont fait les papes pour essayer de récupérer toutes les églises dissidentes, on est tous dans des religions de paix et d'amour ou ma main sur la gueule, quoi. C'est à peu près ça. C'était le principe de Charlie Hebdo, vous savez, c'est absolument effrayant, quoi. Effrayant. Merci. Ce que j'avais entendu, moi, sur orthodoxe et catholique, c'est qu'il y a presque une ligne verticale qui partait de la Baltique jusqu'à la Méditerranée, et qui traversait donc l'Ukraine en deux, côté oriental, donc plus orthodoxe, et extra-fond. Donc il y avait tout un mérite, toute cette fracture donc, culturelle, religion, qui amène encore du amour pour faire la guerre. Je ne connais pas bien l'histoire religieuse de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est le rappel, si vous voulez, de cette divergence entre catholiques romains et orthodoxes. Parce que vous vous souvenez qu'en fait, l'Empire romain est divisé en deux, hein, par... c'était qui d'ailleurs? C'était Constantin, qui divise entre ses deux fils. Et donc, vous allez avoir un empire romain d'Occident, un empire romain d'Orient. L'empire romain d'Occident va être rapidement exterminé par les invasions barbares, alors que l'empire romain d'Orient, avec capitale Byzance, si vous voulez, tient bien le coup et donc subsiste beaucoup plus longtemps. Donc l'Europe est ravagée, si vous voulez, et donc l'empire romain d'Occident disparaît, il y a le sac de Rome, il y a tout ça, etc. Et donc, Byzance considère que la légitimité catholique a été transférée à Byzance. Et donc, quand après la sortie des siècles obscurs, si vous voulez, au XIe siècle, l'Occident se rétablit, les invasions s'arrêtent, etc., le pape lance l'idée de la croisade. Vous vous souvenez, il faut reprendre Jérusalem aux musulmans qui ont conquis les lieux saints, etc., etc. Bon. Indépendamment du fait que c'est une entreprise impérialiste, si on devait les prendre avec nos critères actuels, puisque quand même c'était aller chercher des noises à quelque chose qui s'était passé 3 siècles plus tôt. Mais surtout, il y a une dérivation qu'on a peu étudiée, nous, dans nos écoles, c'est la 4e croisade. La 4e croisade, bon, vous vous souvenez, la première, on arrive à prendre Jérusalem, et après, Saladin reprend le truc. Enfin bref, le match se joue en 8 ou 12 croisades. Enfin, je me souviens plus combien. Mais la 4e est la plus intéressante. Pourquoi? Parce que il faut y aller par mer, pardon. Parce que retraverser l'Empire, retraverser la Turquie, c'est devenu compliqué. Donc, c'est Venise qui propose de mettre une flotte à disposition. Et Venise dit, d'accord, je veux bien mettre une flotte à disposition, mais les Byzantins me doivent beaucoup d'argent, et donc je voudrais qu'on fasse un stop à Byzance. 1204, c'est les croisés qui attaquent Byzance et qui rasent la ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que 1204, pour les orthodoxes, c'est l'exemple même de la trahison de la catholicité romaine par rapport à ce qu'on croyait être une solidarité, ou ce qu'on pouvait prétendre comme une solidarité chrétienne. Bon, donc 1204, pour les orthodoxes, c'est la preuve même de la duplicité de la papauté. Bon, Poutin a fait pas mal depuis, je veux dire, mais enfin, pour eux, c'était le grand chose. Et donc, quand Byzance va finalement tomber sous les coups des Ottomans en 1453, eh ben, c'est le patriarche de Constantinople passe à Moscou. C'est-à-dire que le César de Constantinople devient le tsar, et donc c'est Moscou qui devient normalement la défense de l'orthodoxie, version grecque orthodoxe. Alors, effectivement, avec tout ça, on comprend qu'effectivement, il y a une ligne de partage, si vous voulez, qui soit fluctuante et qui traverse un certain nombre de pays. Vous avez d'un côté des catholiques et des protestants. Je vous rappellerai que la dernière guerre religieuse sur le territoire européen, c'est l'Irlande. Vous avez toujours des anglicans et des catholiques qui se tapent sur la gueule. Et quand moi je suis allé dans Londonderry, vous vous apercevez que ce n'est pas de la plaisanterie. C'est-à-dire vous avez des quartiers qui sont bétonnés pour qu'on sache si on est du côté catholique ou du côté protestant.
Donc, bien sûr, c'est une religion de paix et d'amour, comme toutes les autres religions. Alors, pour le cas de l'Ukraine, je ne peux pas vous répondre précisément, parce que je ne connais pas effectivement, mais vous avez probablement raison. Il y a une ligne de partage, qui est cet héritage consécutif à ces mouvements, si vous voulez, de frontières, qui évidemment, à travers l'histoire, ont beaucoup changé. Je suis d'accord que les extrémistes religieux sont des fauteurs de guerre. Mais Poutine n'est pas un extrémiste religieux. Il n'est pas, pardon? Il n'est pas un extrémiste religieux. Quelles ont été ses motivations pour ces dirigeants politiques? Quelles sont les motivations qui ne sont pas religieuses? Non, moi je ne veux pas donner une explication des guerres uniquement à travers des facteurs religieux. Ce que j'aimerais attirer votre attention sur un parallélisme historique. Vous vous souvenez, après la guerre de 14, on dit l'Allemagne paiera. Le combat s'était passé chez nous, il y avait eu des destructions en France, etc. Donc on a dit l'Allemagne paiera. Effectivement, on a condamné l'Allemagne, on a découpé, redécoupé toute l'Europe. Hein. Rappelez-vous, c'était une grande époque où dans des conférences internationales, avec des crayons rouges, on créait des États. Tous les États du Moyen-Orient, ils ont été créés après la guerre de 14, avec des lignes, des traits rouges. Ils avaient une règle et un crayon rouge. Vous avez vu, toutes les frontières sont des frontières rectilignes. Donc, dans la question que vous posez, vous dites, moi je ne veux pas tout expliquer à travers des facteurs religieux, mais Première Guerre mondiale, donc on décide, le vaincu payera. Crise de 23, arrivée d'Hitler au pouvoir, l'homme fort qui dit on va rétablir la dignité du pays, etc. Vous connaissez la suite. Deuxième Guerre mondiale, avec l'aide des Américains, on décide que l'agresseur ne payera pas. On va l'aider à se reconstruire. Ça va être la condition de la paix. Bon. Nous, on a rejoué avec la Russie la Première Guerre mondiale. On a dit, bon, écoutez, ils nous ont fait tellement peur pendant 70 ans qu'ils paieront. Alors, ça s'est traduit par l'annexion, par l'intégration, si vous voulez, de tous les États satellites dans l'OTAN, mais surtout par le fait que l'économie soviétique s'étant écroulée, vous avez eu en Russie, dans les années 93, 94, 95, la même chose que dans l'Allemagne des années 30, c'est-à-dire que la monnaie s'écroulait, le rouble ne valait plus rien, il y avait 40% de l'économie russe qui était démonétisée. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait aller avec des pommes de terre pour les échanger contre des carottes et amener ce qu'on avait comme matériel audiovisuel pour pouvoir l'échanger contre de la nourriture. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce pays qui avait été un empire, qui avait fait peur à la planète entière, se retrouvait dans une espèce de misère terrible. Et donc, avec en plus un chef d'État, Poutine, qui était un ivrogne absolument incroyable, hein, Yeltsin, pardon, était un ivrogne absolument incroyable, qui était parfois complètement bourré dans les conférences internationales. Et donc, ils avaient subi toutes les indignités. Et quand vous avez un type qui tout à coup apparaît en disant qu'il va se payer des oligarques, pas l'oublier ça, hein. Il a fait payer un certain nombre de mecs, il les a fait cracher. Khodorkovsky, le mec était milliardaire à 25 ans. Vous voyez ce qui s'était passé sous Yeltsin, c'est-à-dire ces mecs avaient accaparé tout ce qui était les richesses de la Russie. Et vous avez des pléthores de milliardaires russes qui se sont constitués comme ça. Le mec de Chelsea, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Abramovich, les types, c'est pareil. Vous dites, mais attendez, ce type, d'où il sort sa fortune? Il sort sa fortune du pillage de ce qu'a été la Russie. Donc quand Poutine arrive, il est réuni, tous ces braves gens. Alors, si vous continuez vos affaires, vous allez d'abord payer, et donc il va racketter tous ces hommes d'affaires. Et donc, il va s'enrichir probablement au passage. Je ne connais pas l'étendue de sa fortune, mais enfin, toujours est-il que, si vous voulez, pour les Russes, c'était quand même une forme de politique compréhensible. Tous ces gens qui avaient laissé la Russie dériver dans une espèce de misère effrayante et à qui on faisait rendre de l'argent. Et en plus, ce type va jouer l'accord de grand russe, c'est-à-dire quand il voit à la conférence de Munich en 2012, quelque chose comme ça, il fait un discours à la Verkunde, pardon, 2005. Il dit, ça suffit, ça suffit. On avait l'intégration des pays satellites dans l'OTAN, on discutait avec l'Ukraine en laissant penser que peut-être que oui, après tout, etc. Et il donne un avertissement que personne n'écoute. Personne n'écoute parce qu'on se dit, mais enfin, bon, la Russie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et donc, si vous voulez, on l'a acculé dans sa trajectoire politique, qui est la reconstitution de cette puissance russe. D'abord, et c'est ce qu'il a fait en Géorgie, hein, il a récupéré l'Ossétie qui était composée. Encore une fois, ce n'est pas des Russes, mais enfin, pour lui, ce n'est pas grave. S'il y a des insurrections, il peut toujours capitaliser autour de ça.
Il a vu s'échapper tous les pays d'Asie centrale. Et là, ceux-là, il n'a pas réussi à les récupérer. Et par contre, effectivement, il va jouer le coup avec l'Ukraine. Donc, on est sur quelque chose où, si vous voulez, la variable religieuse n'est qu'une des variables. En fait, son véritable objectif, c'est redonner sa dignité à la Russie, dignité dans laquelle on n'a pas contribué, si vous voulez, à essayer de la préserver, à considérer que c'était toujours un pays qui était un pays comment dire, de l'espace européen. Et donc, au lieu de faire un grand pacte de sécurité européen, incluant la Russie et aussi les anciens pays satellites, on s'est dit, bon, c'est vrai, on verra venir, on attendra. On a attendu jusqu'au moment où, effectivement, il s'est décidé à mener son opération d'invasion. Donc, Poutine, il est un chef d'État classique, enfin, bon, ancien du KGB, donc il a une solide formation idéologique. Je vous souviens quand même que le père Bush était patron de la CIA. Hein. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on compare, on oublie toujours de comparer avec l'autre côté. Là. Moi, je suis ukrainienne, donc je voudrais bien. Pardon. Je suis ukrainienne. Félicitations. Merci. Je voudrais bien préciser par rapport à, par exemple, l'Église. L'Église, il ne faut pas oublier que la principauté qui vient était déjà formée en 11e siècle et 10e siècle. Et le premier patriarcat était bien accueilli et créé. Il a reçu le Tomos. Tomos, c'est un papier, en fait, c'est un décret qui permet de dire que l'Église est indépendante de Constantinople. Elle a son patriarcat et elle gère son Église comme elle veut. Dans le XVIe siècle, comme l'Ukraine était en ruine, il n'y avait pas vraiment, on va dire, l'État fort et uni. Et à Moscou, il était bien formé. On va dire, les dirigeants d'église à ce moment-là, ils ont fait la pression, ils voulaient récupérer ce pouvoir, ils faisaient la pression sur le patriarcat orthodoxe pour récupérer Tomos qu'ils n'ont jamais eu. C'est-à-dire que l'église russe, elle n'a jamais eu le décret qu'elle est indépendante et elle était toujours pendant tous ces siècles sur les papiers, elle était dépendante de patriarcat de Christ. Et l'église orthodoxe maintenant à Moscou était créée par Staline parce que tout le monde était massacré. Et en 1933, je pense, je ne sais pas, en tout cas, c'est lui qui a créé, on va dire, les services secrets sous le fond de l'église. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de l'église orthodoxe en voyant qui travaille là-bas et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Après, je voulais aussi poser la question à réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que si les gens sont russophones, ils sont absolument russes? Parce que je voulais vous préciser que la langue ukrainienne était interdite 140 fois dans l'Empire russe et après aussi sous les soviétiques. Il ne faut pas que les Russes aussi parlent polonais. En fait, on ne pouvait pas avoir ni école, ni livre, ni rien. C'est que tout le monde faisait de telle façon que la langue ukrainienne, et par ça, le sentiment d'appartenir à un peuple en regardant toute la culture était, on va dire, presque dissimé. Et c'est pour ça, grâce à cette politique de russophonisation et plus le rôle de mort, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à parler russe. Parce qu'on ne pouvait pas vivre en parlant ukrainien. Il n'y avait pas d'école, ça signifie que quand vos enfants, c'est comme l'Occitan, les langues occitanes, il n'y a pas d'école. Si vous parlez ukrainien, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire des études. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, les gens étaient obligés de parler russe pour survivre. Malheureusement, moi je dirais que ils ont oublié les racines, parce que ça venait des décennies, par exemple, ils ont oublié les racines. Et après, malgré les faits, ils ont quand même considéré comme les Ukrainiens, parce que si on pense à 1991, quand ils ont voté, ils ont bien voté pour rester en Ukraine, pas à l'Union soviétique, par exemple, pas avec la Russie. Ça signifie qu'en 1991, tout le monde est considéré comme les Ukrainiens. L'État ukrainien était bien proclamé.
Et après, malheureusement, que sous la propagande russe qui était très très forte les dernières années, à partir de 1908, j'ai vu le lavage de cerveau de telle manière que oui, peut-être 2008, le lavage de cerveau est tellement fort que peut-être certains, eux, ils ne voulaient même pas forcément devenir russes, mais revenir à l'Union soviétique, parce que à l'Est, c'était tellement peu pauvre qu'ils pensaient que l'Union soviétique, ce sera mieux pour eux. C'est pour ça, je pense que même si les gens sont russophones, comme vous voyez maintenant, il y a plein de gens russophones en Ukraine, mais quand ils ont compris ce que c'est vraiment la Russie, ils se battent malgré le fait quelle langue ils parlent, russe ou ukrainien. Et je ne pense pas que quand on peut dire qu'ils sont russophones, ils ont le droit de se proclamer un peuple. Je suis désolée, en Crimée, c'était les Ukrainiens. Peut-être qu'ils n'ont pas les Russes, mais c'était quand même bien les Ukrainiens. Et le référendum qui a été voté, il était voté quand même sous la pression des hommes verts qui sont descendus de l'aéroport, qui ont enfermé le Parlement et le vote était quand même légèrement forcé, si je peux dire. Voilà, après, j'ai plein d'autres, je ne sais pas, remarques concernant d'autres présentations, mais de toute manière, merci bien de lever cette question. Non, mais merci beaucoup. Et puis, évidemment, vous avez tout notre soutien en tant que membre de ce pays qui est en train de souffrir terriblement aujourd'hui. Bon, moi, si vous voulez, je ne veux pas me prononcer pour ou contre. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu deux premiers secrétaires du Parti communiste de l'Union soviétique qui étaient ukrainiens. C'était Brejnev et Khrouchtchev. Bon, ça voulait dire que quand on était ukrainien, on n'était pas spécialement banni, si vous voulez, du système soviétique. Bon, ensuite, le fait de la langue, je ferai remarquer qu'aujourd'hui, l'ukrainien n'a pas disparu. Donc, s'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de moyen d'apprendre la langue, etc., je ne sais pas comment elle s'est maintenue. Mais enfin, si vous m'expliquez que les Belges ne parlent pas français, donc on devrait les envahir, vous voyez le parallélisme. Non, on est sur quelque chose où effectivement il y a une identité qui s'est maintenue, il y a eu des grands auteurs ukrainiens. Bon, la Russie, l'URSS, ne craignant pas d'un éclatement, si vous voulez, avait laissé les langues locales se pratiquer, évidemment avec la langue officielle qui était le russe. Bon. Sinon, encore une fois, non, attendez, on ne va pas repartir là-dessus. Il reste que, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez une population pour laquelle vous n'avez pas de raison de mépriser leur point de vue. C'est les gens du Donbass et du Donetsk qui ont considéré que la façon dont la révolution de 2004 s'est passée et la façon dont on a imposé l'ukrainien comme langue officielle ne ménageaient pas leur susceptibilité, leur manière d'être. Maintenant, moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que vous me dites c'est des Ukrainiens, c'est pas des Russes. Écoutez, si nous, le principe, c'est quand même que les gens votent et qu'ils expriment ce qu'ils ont à dire, on a essayé avec Minsk, les deux accords de Minsk, de dire il y a qu'une entité qui est russophone dans la partie Est. La seule manière de rétablir l'intégrité de l'Ukraine, c'est de discuter avec eux. Kiev n'a pas voulu discuter avec nous. Donc, vous me direz ce que vous voudrez, mais ils n'ont pas voulu discuter. 14 000 morts, c'était pas que des Ukrainiens. Donc, laissons, si vous voulez, ce côté. Moi, je ne veux pas me prononcer pour l'un ou pour l'autre. Mais encore une fois, j'essaie d'expliquer que dans une guerre, en général, il faut être deux. Je ferai un commentaire d'ailleurs à ce propos. C'est un parallèle intéressant. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont l'ONU est totalement en dehors. Alors. Pas seulement pour le l'ONU n'a pas été reconnu depuis la création de la crise. Il y a un précédent dans l'histoire qui est assez intéressant, c'est l'occupation par le Chili. Le Chili a mené une guerre à la fin du XIXe siècle pour occuper tout le sud du Pérou. Il a occupé la Bolivie, la Bolivie n'a plus accès à la mer, c'est Antofagasta, c'est Iquique, Arica, et ils sont montés jusqu'à Lima, les Chiliens. Ils ont occupé la partie sud du Pérou. Et dans les années 20, la Société des Nations, qui a été créée à cette époque-là, a fait des référendums au titre de son rôle de Société internationale des Nations, et les populations de Tacna, qui est la du sud du Pérou, ont décidé, ont demandé de retourner au Pérou. Ils sont retournés au Pérou. Et ça n'a pas fait de guerre. Il y a eu des problèmes frontaliers, mais c'est mineur. Voilà. Je veux dire que le fait qu'il n'y ait pas une entente à travers des entités autonomes, la Crimée, bon, on peut contester le référendum qui a été fait par le Russe, ça, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi l'ONU n'est pas intervenue à ce moment-là, plutôt que de laisser démarrer des campagnes de boycott de tous les côtés, de bloquer les terrains, de faire qui a fait ce pont contre le reste du pays,
Je pense qu'il y a d'autres moyens depuis le début de la diplomatie et du débat interétatique que je n'ai pas commentaire. Ben, d'abord, l'ONU, il ne faut pas se leurrer sur ce qu'est l'ONU. Hein. L'ONU est constituée en 1945 à partir des vainqueurs de la guerre. C'est-à-dire que l'ONU n'est pas construite sur le principe de vote collectif, l'ONU est construite sur le principe de veto. C'est-à-dire que vous avez 5 pays qui ont un droit de veto sur toute décision de l'ONU. Ces 5 pays, vous les connaissez. Nous, on l'a utilisé le droit de veto à propos de la guerre d'Algérie. Les Américains l'ont utilisé sur la guerre du Vietnam. Les Russes l'ont utilisé en Afghanistan, etc. Donc, l'ONU, ne vous imaginez pas que c'est un pouvoir. L'ONU est un espèce de consensus négatif. Deuxième chose, je suis content que vous rappeliez des épisodes sud-américains parce que dans le genre, comme dans vous n'avez qu'à relire Tintin et le général Escazar, il y a eu des guerres en Amérique latine qui étaient effrayantes de bêtises. Il y a un proverbe guatémaltèque qui dit « la mère connerie est perpétuellement enceinte ». Il y avait eu une guerre dont j'ai oublié les composantes, je crois que c'était entre le Pérou et la Bolivie, je crois, sur une zone frontière que personne n'avait tracée, parce que vous savez, la colonisation en Amérique latine, c'est faite par les mers. Et donc, toutes les parties de forêt vierge, si vous voulez, on n'a jamais véritablement tracé les frontières, puisque personne n'y allait, si vous voulez. Bon. Et donc, ils avaient convenu par consensus, je rechercherai, si vous voulez, les références de la guerre, mais ces 2 pays avaient convenu par consensus que c'était la ligne de partage des eaux qui serait la frontière, mais personne n'y était jamais allé. Puis un beau jour, il y a effectivement des militaires qui ont décidé d'aller marquer le territoire. Et donc chacun, le problème, c'est qu'il y avait un val perché. Un val perché, vous savez, c'est une rivière qui coule en altitude. Donc dans un val perché, vous avez 2 lignes de crête, une de chaque côté. Et donc chacun s'est mis de l'autre côté. C'est-à-dire chacun s'est dit, mais ma ligne de crête, c'est celle-là, celle-là. Puis un jour, ils se sont croisés, ils se sont battus. Il y a eu une guerre qui a duré pas très longtemps. Mais il y a eu plus de morts à cause des maladies dans la forêt vierge que par la guerre elle-même. Donc j'arrête là-dessus, si vous voulez, mais je vous dis, les capacités des hommes à créer des conneries pour se faire la guerre est absolument insondable. Évidemment, à l'époque, quand on pense des mecs sont morts dans la forêt vierge simplement pour ça, ça vous montre l'inanité, si vous voulez, de la violence pour résoudre certaines guerres. Maintenant, moi je suis désespéré, l'ONU ne peut pas agir. L'ONU ne peut pas agir. L'ONU est absolument incapable d'imposer quoi que ce soit. Regardez sur les territoires palestiniens, combien de résolutions sur la Cisjordanie, sur le droit des peuples, l'État palestinien, qui n'ont jamais été respectées. Donc, non, c'est triste, mais enfin, ça fait vivre beaucoup de monde, l'ONU, quand même. Hein. Avec des salaires de fonctionnaires internationaux, vous comprenez pourquoi ça ne disparaît pas. Il y avait une question, madame. Donc, la conférence, elle a des sous-titres Russie, Ukraine. Mais j'ai aussi, on essaye tous d'essayer de comprendre aussi les deux parties. Et j'ai lu récemment en fait, que la vision des Russes n'est pas du tout aussi limitée à ce conflit d'Ukraine, mais ils disent clairement que c'est une confrontation contre les Américains. Récemment encore, Sergei Lavrov a dit les USA essayent de nous mettre à genoux et donc en fait l'Ukraine est un champ de bataille. Voilà, donc, la question c'est comment vous voyez ça. Et puis vous venez de mentionner les accords de Minsk. Je voudrais aussi un peu votre vision par rapport à notre rôle des Européens, par rapport au rôle qu'ont joué l'Allemagne et la France. Je suis d'origine allemande, ça ne m'intéresse pas particulièrement, même si française, et je trouve qu'on a lamentablement échoué. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Vous avez clairement dit que les Ukrainiens ne voulaient pas, mais on aurait peut-être pu à un moment donné les forcer, plutôt que de leur livrer les armes, de dire on va vous aider, mais il faut que vous vous mettiez à négocier. Voilà, c'est un peu de réflexion. Sur la position de la France et de l'Allemagne, bon, moi j'ai l'impression dans la vie politique française, on dirait une cour de récréation. Vous savez, du genre, ouais, regardez, il a été voir Poutine, nanana. Il ne faut pas déconner, on était dans une phase d'intensité diplomatique incroyable, il fallait tout tenter. Donc, on peut considérer que le fait que Macron était assis à un coin de la table, que l'autre, il était 12 mètres plus loin sur une autre table, que c'était une manière de mépriser, etc. On ne peut pas critiquer des gens qui tentent de sauver la paix. Enfin, c'est vrai pour les Français, pour les Allemands. En tout cas, c'est indigne de dire, regardez, Macron, il s'est fait marcher sur la tête, etc. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Hein. Bon.
Deuxième chose, effectivement, la situation dans laquelle on est, finalement, elle n'est pas si mal que ça, puisque l'offensive russe a échoué. L'offensive russe a échoué. D'abord parce que la résistance ukrainienne a été beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait, parce que finalement les armes, dans certaines limites, ont beaucoup aidé, si vous voulez, à détruire du gros matériel. Et ce gros matériel, c'est des chars, c'est des véhicules blindés, c'est des camions, etc. Et donc ça coûte. Troisième chose, ça fait des morts, la guerre. Il n'y avait que les Américains qui pensaient que la guerre faisait 0 mort. Hein. Et donc, la guerre, ça fait des morts. Et quand vous avez une armée qui est composée d'appelés comme l'armée russe, ça veut dire que quand les cadavres rentrent, s'ils rentrent, parce qu'on ne sait pas s'ils rentrent, hein, s'ils rentrent, en général, les mères n'aiment pas du tout. Bon. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, qui était probablement dans l'entourage de Poutine présenté comme « vous inquiétez pas, chef, on va vous régler ça vite fait ». Position du Pentagone avec l'Afghanistan, hein, vous vous souvenez, quand George Bush décide d'envahir l'Afghanistan. C'est-à-dire que l'histoire longue, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils savent pas. Tout ce que je vous ai raconté là, si vous voulez, sur cette histoire compliquée de l'Ukraine, c'est une composante de l'identité ukrainienne. Je suis pas sûr que l'ancien chef, machin, là, comment il s'appelle, le type qui avait fait cette division SS, il soit considéré en Ukraine comme un espèce de nazi qu'il faut persécuter. Ça a été un résistant. Donc, si on ne prend pas en compte tous ces phénomènes-là, un dictateur, en général, il est entouré par des gens qui lui disent « Oui, chef, vous avez bien raison, chef, ça, on aurait dû y penser plus tôt, chef. » Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi on fait les guerres dans les démocraties, parce que dans les démocraties, c'est pas le chef qu'il faut convaincre, c'est l'opinion publique. Dans une dictature, si le chef se lève un matin en disant « Tiens, on va envahir l'Ukraine », les autres, autour de lui, une cour qui lui dit « Oui, c'est une bonne idée, d'ailleurs, on a tous les moyens pour ça. » Ils vont pas lui dire on a du matériel qui est usagé, on a des problèmes d'approvisionnement. En Afghanistan, on vivait dans la pleine époque où, dans l'université française, vous aviez un type qui s'appelait Castoriadis, qui était le grand spécialiste de l'armée rouge. Et ils expliquaient que la seule chose qui marchait en URSS, c'était le complexe militaro-industriel. Ce complexe militaro-industriel va envahir l'Afghanistan, un des pays les plus pauvres de la planète. 10 ans plus tard, il se retire parce qu'il n'arrivait pas à conquérir le pays. Donc, si vous voulez, il y avait des gens qui allaient en Afghanistan et qui disaient, mais cette armée, il lui manque des rations, il lui manque de l'essence, il lui manque ci, il lui manque ça, etc. Olivier Roy, par exemple, disait, mais ils volent de la farine. Une armée d'occupation qui vole de la farine, c'est que véritablement, c'est des besoins de première nécessité qui ne sont pas satisfaits. Et donc, dans le complexe militaro-industriel occidental, on avait tout intérêt à dire mais l'armée rouge, c'est une puissance terrible, etc., etc. Non, c'était quelque chose qui avait les difficultés qu'on constate grandeur nature en Afghanistan, qu'on constate grandeur nature en Ukraine. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, des dictateurs qui ont décidé de... Je pense que Hitler, quand il a dit maintenant c'est fini, on a réglé la sort de la France, on va régler le sort de l'URSS, il avait certainement autour des gens qui lui disaient oui chef, quelle bonne idée chef. Non, je voudrais faire juste deux remarques. C'est que la révolution des Maïdan a été suivie immédiatement par deux lois. Une loi sur le langage oral qui a fait rétrograder le russe au niveau national, et une deuxième loi qui a accordé le titre d'ancien combattant aux collaborateurs des nazis. Et ça, moi j'ai des amis ukrainiens qui ont trouvé que c'était insupportable, ouais. Et ça a expliqué largement la révolte de Donbass. Ce que je voudrais dire quand même, c'est je me suis entretenu récemment avec un ancien ambassadeur de France en Russie, et on s'est entretenu à propos du feuilleton qui doit passer ce soir sur Arte, ou demain soir, qui a été écrit, produit et joué par Zelensky, serviteur du peuple. Alors, serviteur du peuple, ça a été diffusé entre 2015 et 2018. En 2019, il y a les élections présidentielles et M. Zelensky joue son peuple. Dans le feuilleton, il était un professeur qui devenait le président de la République. Et en 2019, il devient le candidat à la présidence de la République et son parti s'appelle Serviteur du peuple. Alors, l'ambassadeur en question me dit métaverse, c'est-à-dire que la fiction devient réalité. Et on ne peut pas s'empêcher quand même de se demander jusqu'à quel point la question ukrainienne, la guerre civile ukrainienne, n'est pas manipulée par une puissance extérieure à l'Europe. Bon, d'abord, le fait qu'un ancien comédien devienne chef d'État, je vous rappelle le profil de Reagan. Il était un acteur médiocre dans des westerns merdiques.
Il a été un des plus grands présidents américains. Bon. Donc, encore une fois, c'est pas d'être un ancien politique qui vous fait un bon président. On est bien placé pour le savoir. D'autre part, le feuilleton, je sais pas. Enfin, moi, j'ai vu la scène où il est avec son pantalon baissé, il joue du piano, etc. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, mais c'est vrai que si on prend nos critères à nous, on se dit quand même, c'est pas un président de la République, il ne peut pas faire ça, etc. Mais c'est les situations qui révèlent les hommes. Le mec s'est révélé un formidable communicant, un type qui est capable de symboliser son peuple, qui n'a pas quitté Kiev. Donc, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le feuilleton, je ne sais pas quel effet il a eu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, il était peut-être bien fait, etc. Mais encore une fois, ça ne révélait pas ce que le type allait être, effectivement, ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, moi, si je vous trouve un feuilleton pour me faire élire président de la République, dites-moi qui est le réalisateur, je m'y plierai volontiers. Mais on ne fait pas des présidents comme ça. Ça peut jouer dans un interstice spatio-temporel, mais fondamentalement, pensez qu'il y a eu d'autres présidents qui devaient être de très bons présidents qui ont été totalement nuls. Vous avez pensé Munich, les accords de Munich. Chamberlain qui revient en disant c'est la paix pour notre époque. Et Churchill qui disait vous aurez la guerre et l'indignité. Et Churchill, il faisait chier tout le monde parce qu'il n'a cessé de répéter ça. Donc, comment voulez-vous dire qu'ils auraient dû prendre Churchill pour aller à Munich? Non, on ne peut pas refaire l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, le feuilleton, moi, je ne peux pas lui accorder plus de place que ça, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, j'ai bien compris. Le feuilleton a été analysé par un site allemand de critique médicale, et cette analyse a été faite par un professeur de langue slave de l'Université libre de Berlin et par un diplomate allemand qui a été diplomate sur toutes les scènes en Sierra Leone, dans les guerres. Et sa conclusion, c'est qu'effectivement, soit Zelensky terminera Prix Nobel de la paix, soit il disparaîtra dans le de l'histoire. Bien sûr, mais si, bien sûr, mais si vous... La question centrale, c'était est-ce que la crise ukrainienne serait ce qu'elle est si aucune puissance étrangère ne s'était mêlée de cette question? Je ne peux pas vous dire, encore une fois, moi je pense que les élections ont été libres, que les Ukrainiens sont des gens responsables. S'ils ont voté pour Zelensky, c'est que peut-être ils trouvaient que le personnage avait une certaine consistance. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Les élections n'ont pas été contestées d'ailleurs dans leurs résultats. Les Ukrainiens ont effectivement voté pour Zelensky pour faire la paix. Pour faire la paix, oui. C'est pas lui qui a déclaré la guerre. Hein. Oui, mais enfin, il n'a pas fait beaucoup pour. C'est vrai. Je reviens aux accords de Minsk. Donc, quand même. Oui, c'est bien. Dans les accords de Minsk, c'était une bonne volonté, une tentative importante de résolution de cette crise. Mais encore une fois, on n'avait aucun les moyens d'imposer. Et puis, je ne suis pas sûr que Kiev ait beaucoup plus respecté les accords que l'ont été les populations du Donbass. Quoi. J'ai bien compris la situation dans les décrits sur pourquoi on est arrivé à ce point, et notamment l'histoire de la Tchétchénie, etc. Bien, dans un état qui est quand même assez inquiétant, on voit que les États s'équipent de matériel militaire, Attendez, j'ai pas entendu votre phrase. Matériel militaire. Oui. On voit que la Serbie est en train de s'armer, que l'Albanie est en train de commander, pas au Chinois, etc. Donc, ok, l'analyse que vous avez fait, moi je le partage, on saura qui est responsable de quoi, etc. Et maintenant, répondre son fondation, si ça continue comme ça, il y aura bien quelque part une réforme. Donc, moi, si vous voulez, ce que je tire comme conclusion de la situation qu'on a vécue depuis le début de ce conflit, c'est que l'Europe est un espèce d'ectoplasme. Ce n'est pas une grande découverte. Quand Macron disait l'OTAN était dans un état de mort clinique, il ne parlait que de l'OTAN, mais enfin l'Europe, encore une fois, de l'Europe de la défense, ce n'est pas la défense de l'Europe. L'Europe de la défense, c'est on va faire des programmes en commun, etc. Donc là, il y a, si vous voulez, cette espèce de faillite des États européens à constituer quelque chose qui soit une structure autonome de défense. On constate qu'aujourd'hui, il faut avoir les Américains, même pour le Kosovo, il faut les Américains. Bon. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, on est sur des populations qui étaient tellement ivres de la paix qu'on a connue pendant 70 ans qu'on n'imaginait pas qu'il pourrait y avoir un retour de la guerre sur notre continent. Pourtant, la Yougoslavie, on l'avait connue.
Je reviens sur votre question. La Yougoslavie, c'était des Slaves. Certains étaient catholiques, c'était les Croates. Les autres étaient orthodoxes, c'était les Serbes. Alors les Croates, ils écrivaient en alphabet latin. Les Serbes, ils écrivaient en cyrillique. Et vous aviez les Bosniaques, qui étaient des Slaves islamisés. Et ces gens-là, qui avaient la même langue, qui se comprenaient, qui avaient vécu sous Tito pendant 50 ans, ils ont quand même déclenché une des guerres civiles les plus effroyables qu'on ait connues, avec viol, avec massacre collectif, etc., etc. Je veux dire, je sais pas. Moi, j'ai participé à la gestion de la crise yougoslave, mais c'était à s'arracher les cheveux, À Sarajevo, il y avait ce qu'on appelait la sniper alley, où il y avait des mecs qui étaient dans le grand axe de la grande ville de Sarajevo, et ils tiraient sur des individus qu'ils ne connaissaient même pas. Voilà, c'était l'entretien, si vous voulez, de la mort. Un jour, je me souviens, je discutais avec des militaires français à Sarajevo, ils me disaient, mais il y a quelqu'un qui nous tire dessus depuis cet immeuble là-bas, on va décider de faire une opération. Ils y sont allés ce matin. Ils sont arrivés, ils sont montés à la truc où ils avaient repéré les tirs. C'était une vieille dame dont le fils était mort. Elle avait récupéré un fusil, elle tirait comme ça. Ça, c'est la guerre civile.